Salut à toi, vidéo rapide avant la réunion de la Fed. On va partir, ça va être assez rapide. On a une inflation qui baisse côté Australie. Donc du coup, ce qu'il y a à voir, à suivre, c'est l'inflation à long terme, dans les prochains mois. C'est parce que du coup là, ça se reflète pas sur les dernières données, le risque géopolitique. Je vais supprimer ça. Ce qui est simple, c'est que du coup, on a notre USD qui est en baisse, d'autant plus que ça pousse moins la RBA à monter ses taux, sachant que l'inflation est basse. Ils ont une bonne économie. À voir l'évolution, bien sûr, évidemment. Par contre, ça peut vraiment les orienter à de futures baisses de taux, tout simplement parce que le risque géopolitique pourrait impacter l'économie, même si l'inflation, là, pour l'instant, n'est pas reflétée sur les dernières données. Je veux dire, le coût du pétrole. Voilà. Pour ce qui est de l'RBA, c'est très simple. Je vous invite à la regarder. Souvent, ils expliquent assez en détail quelle composante est prise en compte dans l'analyse. Une inflation espagnole en baisse, une confiance des consommateurs en baisse aussi, un sentiment économique en baisse, une inflation en baisse. Côté Europe, on est dans une posture assez mauvaise, ce qui va sans doute limiter la hausse des taux de la BCE dans le cas d'un risque géopolitique qui est moins important que prévu, donc avec un accord, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé de ce point d'entrée en vente. Donc si vous l'avez pris, franchement bien joué à vous, là vous êtes toujours en profit. À voir la cassure, on va voir la Fed, il y aura sûrement une cassure due à la forte volatilité. Ça va dépendre de ce qui va être dit, ça nous étonnerait pas d'avoir quelque chose de très hawkish vis-à-vis du risque géopolitique. L'inflation risque d'être très importante, parce que là on a notre Brent qui est bientôt au 117, donc là le risque c'est une crise majeure en termes de croissance. C'est regrettable, on va dire. Pour la suite, on a des données économiques plutôt bonnes en termes de construction. Ce qu'il faut savoir, c'est que aux États-Unis, en fait, le prix du logement est très fort et ne permet pas de loger assez de personnes à un prix assez raisonnable. Un autre projet de Trump, c'est d'augmenter la durabilité, le temps d'un crédit. Par exemple, ne pas forcément avoir un plafond à 30 ans, mais passer à 50 ans, comme ça les gens peuvent plus facilement se loger avec des prix moins importants, ou juste pour des projets plus long terme, en termes de mensualité, pour pouvoir avoir un impact moins important sur le coût du ménage. Globalement, c'est plutôt bon. Avec cette offre en hausse, il faudrait sans doute voir à l'avenir comment le prix va évoluer, ça va être hyper important. Parce qu'avec un prix en baisse, on pourrait sans doute avoir une surprise à la hausse de la production, tout simplement. On a des pannes construire en hausse aussi, non, en lourde baisse. Je suis un peu étonné de ces données-là, mais c'est à vérifier, tout simplement. C'était pour mars, ok. C'est sans doute des reports. On a de gros démarrages. On a eu la Banque du Canada, elle a été très dovish, elle a été plus dovish que prévu. C'est d'ailleurs assez surprenant vis-à-vis du risque inflationniste. Alors, c'est surprenant parce que la tendance majeure des autres banques, c'est de hausser les taux pour limiter le risque d'inflation. Sauf qu'on va avoir un risque assez important sur la croissance. Donc eux, ils ont une posture différente, ce que je trouve très très pertinent. D'ailleurs, les analystes économiques, qu'on peut voir sur n'importe quelle radio, article, évoquaient le fait que hausser les taux peut avoir un risque sur la croissance, la limiter, tandis que eux ont une position plutôt dovish, ce que je trouve assez intéressant à observer à l'avenir. Après, ils n'ont pas exclu les possibilités de hausse. Ils ont été assez larges, mais sans doute plus dovish que prévu, plus agressifs. Donc, à suivre, c'est très intéressant. Je pense que c'est un scénario à suivre qui peut vraiment nous permettre d'en apprendre davantage sur la façon d'avoir une certaine politique monétaire moins agressive, plus agressive vis-à-vis du risque, voir un peu l'impact sur les marchés. Voilà, globalement, on a des stocks en lourde baisse. D'ailleurs, juste après les données, on a le Brent qui avait explosé directement après. On a Trump qui avait donc qui continue donc à fermer le détroit.
Ensuite, on a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a les Émirats Arabes Unis qui quittent l'OPEP. Donc pour l'offre de pétrole, c'est très négatif. C'est négatif, mais ils ont quand même un objectif d'augmenter leur production par jour. Ça doit être de 250 millions ou de 150 millions. Donc passer de 485 millions de barils par jour et les passer à 5 millions. Ce qui est une très bonne chose dans un sens, mais à court terme, c'est pas du tout bon, quoi. Voilà pour ce qui est des données actuellement sur EURUSD, je suis pas positionné, j'attends de voir la Fed, ça va être très important, très volatile, je vais faire une vidéo après la Fed ce soir. EuroCAD en baisse, en range plutôt. Donc là sur l'euro JPY, alors ça a l'air mon point d'entrée, mais je suis pas rentré, donc on va plutôt se mettre comme ça. Ça reste un point d'entrée envisageable. La Fed va sûrement faire bouger tout ça. Je préfère attendre de voir ce qui va être dit, ou alors je serai juste pas en position, c'est pas grave. Mais on a aussi un risque que ça aille un peu plus haut, quoi. Que ça aille un peu plus haut. Côté Euro GBP, les prévisions de baisse de taux sont vraiment écartées. En termes de probabilité, en termes de hausse de taux, on est plus sur 0,73% sur l'année 2026, donc un GBP qui a de fortes chances de rester dans la fourchette des 0,86, 0,88 en 2026, ce qui change drastiquement les projections, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on était sur du 0,89 comme objectif, tout simplement. Donc là, je pense qu'on peut aller viser un point d'entrée au 0,86, comme j'ai pu le dire sur mon Substack. 0,86, ça correspond au support, hein, ou alors ce niveau-là, par exemple. À suivre, c'est vraiment à suivre suivant ce que va dire la BOE, ce que va dire la Banque Centrale Européenne et la Fed. Et aussi le risque géopolitique lié un peu à tout ça. Donc, Euro-Aude, alors, on a une petite cassure de tendance, ouais, c'est assez léger, on va dire. Étant donné qu'on a une BCE qui a des chances de... Alors, c'était un peu avant les données d'inflation que je me suis dit ça, mais en fait, avec une divergence un peu de taux, avec une RBA qui risque fortement d'avoir un taux quichement prononcé. Je pense qu'on peut avoir un retracement à la VWAP trimestrielle, aller chercher les 1,68. Ça me paraît envisageable, je me positionne pas dessus pour l'instant, j'attends de voir, encore une fois, j'ai que ça à dire. Euro CHF, mon trade tourne, je suis pas inquiet sur un retour aux A91. À suivre, le CHF dans tous les cas en mauvaise posture. GBP-USD, je vous avais dit qu'on pouvait se positionner à ce niveau-là. Bon, il n'y avait pas de facteur économique en faveur de ce trade. Enfin si, quand même quelques-uns, mais j'étais pas non plus hyper baissier. Du coup, je me suis pas positionné dessus. Donc pour ceux qui ont vendu, bien je dois avouer, c'était assez intéressant, je l'ai déjà dit hier. GBP CAD, je me suis pas positionné sur la VWAP, inutile et trop risqué. GBP GPY, alors du coup là moi je vais attendre un niveau, donc les 217, voir l'évolution. On a quand même à moyen terme un GBP fort, mais à risque. Et le yen qui est très sous-évalué, quand même sous-évalué, à voir l'évolution. On a quand même un risque d'intervention de la BOJ, à voir comment ça va évoluer, arriver au niveau des 117. Je pense que la grosse référence, ça reste l'USD-JPY. Je pense qu'on peut s'attendre à des vrais retournements, arriver aux 162. Donc là, pour ceux qui ont acheté, alors je vous l'avais dit hier, on peut acheter. Moi, je me positionne pas, j'ai peur que la BOJ intervienne vers ces niveaux-là. À partir de 160,4, moi, je m'inquiète. Je vais pas me positionner, j'attends de voir un peu ce qui pourrait se passer. USD CHF, je suis pas positionné dessus. USD CAD, je suis pas positionné dessus. AUD-USD, alors du coup je suis pas positionné dessus. On pourrait avoir un retour au 0,7. Ça me paraît envisageable avec la hausse drastique des taux obligataires américains à 2 ans. Cette hausse elle est extrêmement volatile. Ce qui a d'ailleurs drastiquement changé les prévisions de hausse de taux de la Fed. Donc les probabilités ont augmenté quant à hold, donc juste garder les taux inchangés. Pour avoir un retour, moi je me positionne pas. En fait, le côté risk-off pour moi marche, est en défaveur du dollar australien, et par rapport aux indices boursiers, c'est pas vraiment ce qu'on marque, même par rapport au Bitcoin qui est assez volatile vis-à-vis du sentiment du risque.
Haut-de-CAD, pareil, on a une réaction VWAP à ce niveau-là. On va peut-être avoir une cassure, à voir, à suivre. Mais je me mets ça, mais je risque pas de rentrer en position. Du coup, S&P 500, je suis toujours dessus. On a eu notre retour au 700 ou 7200. S&P, je le suis. VIX, en hésitation. Donc là, comme j'ai dit, tous les rendements sont en hausse aujourd'hui. C'est hyper volatile. Côté Nikkei, donc là, on est retourné un peu proche de mon point d'entrée. Avec un baril de pétrole à 117, je vous dis clairement, mais clairement qu'on va jamais aller chercher des ATH. Ça me paraît improbable. Côté Bitcoin, je suis en train de vendre cet après-midi. Je pense que vous pouvez toujours aller chercher un rebond au 77 141. Alors, côté Bitcoin, ce qu'il faut savoir, c'est que l'offre est clairement en valeur pour la crypto. Ce qui veut dire que sa valeur fondamentale reste quand même proche de ses ATH. Je trouve que beaucoup d'analystes surestiment cette offre dans le sens où en fait la manière dont l'utiliser, en fait non, c'est à double tranchant ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que on a l'offre qui est en faveur, mais la manière dont le Bitcoin est interprété est en défaveur vis-à-vis des cycles et du sentiment du risque par rapport à ses anciennes volatilités, tout simplement orchestrées par ce cycle. Sauf que ça reste toujours en place. Techniquement, on peut rentrer. Cette ligne de tendance, elle n'est pas forcément hyper viable. Ça dépend du point que vous mettez. Là, je ne suis pas hyper précis. Voilà. On doit sans doute être un peu plus bas. On a sans doute aussi une cassure à la hausse. Plus court terme, on a une cassure à la baisse. On a quand même des éléments qui ne sont pas présents pour la croissance. Donc, je reste assez baissier sur le Bitcoin. On est proche du fin de cycle, hein, ça doit être autour de août-septembre, mais on a quand même une guerre qui risque pas d'amener des capitaux vers du Bitcoin. Les hausses de fait, si on n'avait pas eu cette guerre et ce risque d'inflation, on aurait sans doute des baisses de taux, ce qui aurait pu donner des opportunités d'achat beaucoup plus rapides et massifs. Hein. S'il n'y avait pas eu de guerre, honnêtement, on aurait pu clairement avoisiner les 89 000 sans problème. Sans problème. À revoir quand même, je suis pas un pro de la crypto, quoi, mais je me permets de prendre des positions comme ça. Je vais sûrement me break-even avant la réunion de la Fed parce que ça va beaucoup jouer. Côté cuivre, alors j'avais prévu une cassure, alors j'étais pas devant les graphiques, donc du coup je suis juste pas rentré dedans. C'est un petit trade un peu plus de 1 ou 1,5, voilà, simplement. L'or chute par rapport à des fondamentaux défavorables et un dollar qui risque d'être assez fort. Le Brent à risque. Voilà, globalement ça se passe comme ça sur les marchés. On va suivre l'évolution ce soir et je referai une vidéo.